En 2020, près de 30 000 personnes ont été secourues par les sauveteurs en mer de la SNSM. L'association compte aujourd'hui 9 000 bénévoles qui font preuve d'un dévouement indéfectible. Ils assurent la sécurité en mer comme sur les côtes, en métropole et outre-mer, parfois au péril de leur vie. Bienvenue dans la saison 2 de Canal 16, une série de podcasts inédits de la SNSM, dans laquelle sauveteurs et rescapés nous racontent certains des sauvetages les plus emblématiques effectués le long des côtes françaises. Dans cet épisode, Arnaud et Jean-Michel défient une mer déchaînée pour porter secours à l'équipage d'un voilier en péril. Une mission de sauvetage dont ils ne sortiront pas indemnes. Arnaud, j'ai 64 ans. Je suis un ancien patron pêcheur de Royan et donc on m'a demandé de rentrer à la SNSM il y a maintenant 12 ans. La SNSM de Royan se balade sur 90 km de côte et il y a ce que l'on appelle des passes qui sont très dangereuses pour rentrer au port de Royan. Ce sont des bancs de sable qui bougent en permanence et c'est provoqueur d'une grosse houle avec le courant qui est établi par la Gironde. Je m'appelle Jean-Michel, j'ai 63 ans. Mon métier m'a emmené sur tous les métiers de la banque. Et puis j'ai fini directeur d'agence. Puis arrivé à la retraite, il fallait bien que je compense l'activité que je n'aurais plus. Et j'ai été effectivement dans les effectifs de la SNSM de Royan au 1er octobre 2018. Cette soirée du 28 novembre 2018, nous sommes appelés dans les environs de 23h30 lors d'une alerte du CROSS qui gère toutes les interventions maritimes de la côte atlantique. On m'explique que c'est un voilier qui est en difficulté, qui fait à peu près 9 mètres. Les requérants sont des Allemands. L'homme qui est passé par-dessus bord, une femme qui s'est fait, on va dire dans le jargon, bien secouer et qui a réussi à donner une alerte via l'Allemagne. La vedette de la Gironde, la 085 du Verdon, elle aussi a été appelée. Cette soirée-là du 29 novembre, ça fait 2 mois que je suis à la station, je suis chez moi, je décide d'aller me coucher. Alors c'est tout un rituel, hein. Je mets mes affaires d'une certaine manière pour les enfiler plus facilement. Ma voiture, elle est déjà garée dans le bon sens pour ne pas perdre de temps. J'appelle l'équipage qui s'est mis à disposition cette nuit-là. Et donc, dans le quart d'heure qui suit, nous avons une quasi-obligation d'être à bord de la vedette et au départ du bateau. Il est 23h30, mon téléphone sonne, donc il faut faire très vite. Chaque seconde, minute compte. Ce qu'on redoute le plus, c'est un homme à la mer. Sur le chemin qui me mène quai des Sabliers, je vois bien en voiture, il pleut, le vent est présent de plus en plus. En mer, on va rencontrer des conditions sûrement un peu difficiles. Devant la station, je n'ai même pas le temps d'aller au vestiaire. Le patron, il me tend ma combinaison, donc je l'attrape à la volée. Je fonce sur la vedette. Je suis pilote ce jour-là. Les équipiers commencent à larguer le bateau une fois que les moteurs sont démarrés et on part. Ça fait 2 mois que je suis à la station. Une mission de ce genre, c'est la première fois pour moi. Le fait de savoir qu'on part sauver quelqu'un, c'est une bouffée d'adrénaline. On est hyper motivé. Nous partons en même temps que la 085 du Verdon. La décision est prise que nous rentrons dans les lieux dangereux et eux restent en couverture derrière nous. Au fur et à mesure de notre déplacement, nous apprenons qu'il y a 3 hélicoptères qui ont été eux aussi sollicités pour venir sur la même zone. Dragon 17, qui est un hélicoptère de la sécurité civile, Dragon 33, qui est aussi un hélicoptère de la sécurité civile, et nous avons Rafus, c'est un très gros hélicoptère qui tient par tous les temps. Nous arrivons sur zone, il est minuit et demi. On estime à peu près à 30 à 40 minutes la personne dans l'eau. Cette personne est certainement en hypothermie. Les conditions sur la zone sont extrêmement mauvaises. On a une houle de 3 à 4 mètres, avec un courant contraire, ce qui peut la faire monter beaucoup plus haute, 5 à 6 mètres. Le vent, du crachin, de l'eau. Dans le projecteur de la vedette, avec la pluie, c'est comme les phares d'une voiture dans la brume. On n'y voit rien. Sur le pont, nous avons 2 équipiers qui sont remplacés tous les 10 minutes à un quart d'heure. Au bout d'un quart d'heure, on ne voit plus rien. Les premières recherches, nous ne trouvons rien du tout. Et à la lueur des hélicoptères, on arrive à comprendre que nous sommes à peu près à 600-700 mètres de la zone de recherche, puisqu'un hélicoptère de la sécurité civile a réussi à retrouver le voilier. J'ai 2 équipiers sur le pont, qui sont Jean-Michel et puis Didier.
devient les yeux du bateau, et donc on cherche tout ce qui ressemble à un bateau, et puis aussi un skipper à l'eau. On est bien sûr équipés, on est tous casqués avant de sortir sur le pont, on a une lampe flash au bras gauche, et puis une longe, c'est ce qui nous retient au bateau en réalité, c'est notre sécurité. On est prêt à cogner sur la vitre, prévenir soit le pilote, soit le patron, qu'effectivement on voit quelque chose. Les 2 hélicoptères de la sécurité civile, comme les conditions ont empiré, ils ont été obligés de partir. On finit par retrouver le voilier, on a le gros hélicoptère, le Rafu qui est là, et donc grâce à lui, oui, on voit le voilier, on commence à voir les premiers éclats, dont un éclat de lampe dans l'eau, sur ces fameux équipements qui sont les vêtements à flottabilité intégrés. On est certain que c'est la personne qui est tombée à l'eau. Et en réalité, ce n'est pas la personne, c'est un autre vêtement qui flotte tout seul. Ensuite, ça va très vite. Nous prenons ce que l'on appelle un paquet, autrement dit une déferlante, du côté bâbord. Ça arrive entre 60 et 80 km/h. Donc il faut imaginer un mur de 6 mètres qui vous tombe dessus. C'est-à-dire qu'en fin de compte, la coque de la vague se fracasse carrément sur la bord de la vedette. D'où le choc très très brutal. La déferlante que l'on prend nous pousse à peu près entre 20 et 40 secondes, ce qui est très long. Je ressens le bateau porté par une vague plus grosse que les autres. Le bateau qui se couche à tribord. Pas de chance pour nous, on est à tribord. Donc la vedette tombe. Et moi je me retrouve sous des tonnes d'eau. Et ces tonnes d'eau font qu'à un moment donné, j'ai du mal à me tenir la vedette. Mes mains lâchent, j'ai plus que ma longe en réalité. Et cette longe, elle a pas tenu. Rapidement, je m'aperçois que je suis sous le bateau. Et quand il va se remettre droit, il va se passer quelque chose. Dans la cabine, c'est l'apocalypse. Le patron que j'ai à côté de moi se retrouvait carrément à l'arrière de la cabine. C'est une personne qui doit faire 95 kilos. Un équipier qui se trouve dans la cabine casqué se retrouve à avoir un choc à la tête. Toutes les alarmes à ce moment-là se mettent en route. Vous imaginez le brouhaha que ça peut faire dans une cabine, plus les lumières rouges qui s'allument. C'est assez important, oui. Très très grave. Lorsque la vedette se redresse, ça dure 1 seconde. Ça se remet tout de suite en place, et là, d'un seul coup, vous avez un engin qui fait 16 tonnes, qui se remet, on va dire, sur sa quille, comme une voiture se remettrait sur ses roues, et ça stoppe net. C'est-à-dire que le coup est beaucoup plus brutal qu'une déferlante. La vedette reprend sa position, parce que c'est des vedettes auto-redressables. Elle me tombe dessus, la coque me percute mon casque. Et donc j'ai l'impression d'être propulsé au fond par la violence du choc. Je dis mais c'est pas possible, ça va durer combien de temps? Et puis je suis pas un poisson moi. Didier, qui est passé par-dessus bord et qui est remonté par-dessus bord et qui ne comprend pas comment, rentre dans la passerelle et ne sait plus tout à fait où il se trouve et le temps présent. Les équipiers à l'intérieur de la cabine continuent quand même à regarder ce qui se passe à l'extérieur. Et grâce à ça, on a pu s'apercevoir immédiatement qu'il nous en manquait un. La parole qu'on a eue dans la passerelle, c'est qui manque. Et là, c'est Jean-Michel. Lorsque nous avons quelqu'un qui se trouve dans l'eau et on ne sait pas où exactement, on n'embraye surtout pas les hélices. On a un risque très grave, c'est que les personnes soient toujours sur la coque et ils peuvent passer dans les hélices. Je reviens à la surface, je m'aperçois que mon gilet de sauvetage s'est gonflé. Et je vois la vedette à 200 mètres déjà. C'est là que je prends une série de déferlantes qui me tombent dessus. C'est des séries de 4, donc ça veut dire que quand j'ai pris la première déferlante, je sais qu'il faut déjà que je me prépare à prendre la deuxième. C'est des tonnes d'eau, il ne faut pas avaler. On se met en apnée, dans la phase où on se retrouve submergé par la vague. Et puis on respire quand même quand la vague est passée, mais on se reprépare pour la troisième, ainsi de suite. À un moment donné, eh bien, ces vagues s'arrêtent. Mais je peux en reprendre d'autres. J'envoie un homme à la mer au cross. L'hélicoptère, toujours à l'écoute, prend tout de suite acte, puisqu'il s'est mis tout de suite en recherche sur Jean-Michel. Je reprends un peu mes esprits, je vois l'hélico de la Marine nationale, je l'entends en tout cas. J'ai quand même conscience du fait que l'eau est à 12 degrés et je sais que le point critique, ça va être 20 minutes. Je commence à avoir froid, donc je sais que la minuterie est enclenchée. J'essaie de me rappeler de tous les conseils qu'on m'a donnés pour évidemment les mettre bout à bout et mettre toutes les chances de mon côté. Plus on bouge, plus on fait de choses, plus on se refroidit vite.
Donc je me calme, je vois la vedette, je vois mes collègues s'activer sur le pont, j'essaie d'être le plus visible possible, j'allume ma lampe flash de manière à ce qu'on me repère. Et lorsque Jean-Michel tombe à l'eau, première chose qu'il fait, c'est de faire des grands mouvements avec ses bras, et coup de chance, on le trouve. Jean-Michel est à entre 200 et 300 mètres. Lorsque l'on voit Jean-Michel à l'eau, en même temps, on voit le projecteur de l'hélicoptère sur Jean-Michel. Je vois l'hélicoptère qui me verrouille avec son projecteur, et là je comprends. Les plongeurs, on les appelle les ploufs. C'est des gens qui descendent, accrochés à un filin pour assister les personnes, équipent ces personnes qui vont chercher d'un harnais, et puis on le serre de manière à ce qu'on passe pas au travers, quoi. Je me prépare à recevoir le harnais, et bien sûr, pas louper, le harnais descend, donc le plongeur qui a suivi, évidemment, il me fait le signe de « tout va bien », utilisant plongée, parce que bon, il y a le bruit des machines, la mer, c'est compliqué de se parler, de s'entendre. Et moi, je réponds comme ça aussi, tout va bien. Je me retrouve dans les airs, je vois bien qu'effectivement la mer est complètement démontée, et je me dis, mais qu'est-ce qu'on fout là ? Je me présente à l'entrée de l'hélicoptère, je m'installe, et je suis positionné à côté du skipper qui est décédé. On me dit, on n'a pas pu le sauver. Il a été litreuillé en premier. Il est resté plus d'1h30 dans l'eau, et peut-être plus. Malheureusement, son organisme n'a pas supporté. Et donc, lorsqu'il a été amené dans l'hélicoptère, l'équipe médicale n'a pu constater que son décès. Moi, j'ai pas vu les litreuillages parce que c'était concomitant à la déferlante qui nous a renversés avec la vedette. Donc, psychologiquement, bon, on est plutôt désolé de ce qui se passe. Mes constantes sont bonnes, ma vieille carcasse a tenu le coup, donc j'ai rien. Nous sommes tout de suite au courant que tout va bien pour lui, seulement quelques ecchymoses, mais absolument pas grave. C'est un soulagement pour nous, ça nous permet aussi de remettre un petit peu le bateau en place, parce qu'il est bien évident qu'à l'intérieur de la cabine, tout a volé. L'hélicoptère va récupérer cette femme qui est à bord du bateau. Nous, avec le temps qu'il fait et sachant que si on accoste le voilier, on peut faire plus de dégâts qu'autre chose, le cross nous donne liberté de manœuvre et donc de rentrer sur Royan. Nous restons quand même un petit moment, un peu à l'écart pour voir ce qu'il se passe. Il est bien évident qu'on n'abandonne pas une personne à la mer. Je vois le plongeur du Caracal qui se prépare à descendre pour aller chercher l'équipaire du voilier. Donc là, je suis aux premières loges, je vois l'environnement, donc une mer complètement démontée, et le plongeur descend au bout de son filin, et puis à un moment donné, une grosse déferlante le percute. Ça le sonne parce que c'est des tonnes d'eau qui vous percutent d'un seul coup, et il demande à ce que le treuilliste le descende dans l'eau. Et il est hors de question pour lui de monter sur le voilier, c'est pas possible. Le voilier est tellement ballotté de droite et de gauche que c'est des coups à prendre un bout de coque sur la tête et y passer. Donc il demande à l'équipière de se mettre à l'eau. Et là, chapeau quand même, parce que il faut avoir le cran de se jeter à l'eau comme ça, dans une furie pareille. Et donc c'est ce qu'elle fait, et puis je crois que c'est ce qui lui sauve la vie aussi. Le plongeur l'accroche, il se met le plus loin possible de la coque du voilier pour ne pas avoir une mauvaise surprise. Il remonte l'équipière avec lui, elle est entaillée sur une partie du visage. Et puis à la cuisse un peu, elle est blessée, elle saigne. Ses jours ne sont plus en danger, donc elle a été sauvée. Après, bon, il a fallu que l'équipe médicale la prenne en charge. Psychologiquement aussi, lui annonce le décès de son mari. Donc c'est des moments extrêmement forts, on s'en souvient tout le temps. Jamais entendu quelqu'un hurler pareil. Il est à peu près 1h30, 2h du matin, et on prend la direction finalement de Bordeaux et de l'hôpital des armées Robert Picquet. L'hélicoptère se pose sur le toit, et puis là, une équipe médicale nous attend. Une infirmière me passe son téléphone, parce que ma femme est restée à Royan, évidemment. Je lui passe un coup de fil, je lui dis, écoute, on ne sera pas à l'heure, on a eu un petit contretemps, t'inquiète pas, tout va bien, voilà, rendors-toi. Nous arrivons à quai sous les coups de 2h30 du matin, où notre patron, ça fait 3 heures qu'il est dans son bureau, à écouter tout ce qui se passe, et en se rongeant les ongles. Il a vécu les choses assez difficilement, vous imaginez, quand vous entendez dire qu'il y a 2 personnes passées par-dessus bord, qu'il y a des gros problèmes techniques à bord d'un bateau de la SNSM, qui est le sien, tant qu'on n'était pas rentré au port, il était là, ouais.
Le lendemain, Fabrice est venu me chercher, donc le patron, avec des vêtements secs, parce que sincèrement, un slip en papier et puis une blouse en papier pour entrer surveillant, ça le fait pas, quoi. Donc voilà, et puis je suis toujours aussi motivé à la SNSM, je suis toujours canotier. Ça a conforté en réalité ce pourquoi je m'engageais à la SNSM. Et ça a renforcé mes convictions et puis mon envie de continuer. Cette dame, lorsqu'elle est rentrée chez elle, a remercié toute la chaîne des secours. Elle nous a envoyé un mot très gentil. C'est vrai qu'on a été touchés par ça. Tous les équipiers, comme je l'ai dit, ils ont été sur le pont un quart d'heure, ils sont rentrés dans la passerelle pour se reposer, ils sont ressortis. Il arrive à un moment qu'il y a tellement de manipulations sur les longes, eh bien on arrive à se tromper, c'est humain, de mousquetons, surtout avec le temps qu'il y a. Les recherches, c'est très compliqué en mer. Avec ceux qui s'occupent de l'équipement à la SNSM, on a discuté, les gens se sont déplacés sur Royan, on s'est nous-mêmes renseigné un petit peu, et d'un commun accord, et je pense que les gars de l'équipement, on peut les féliciter pour ça, tout simplement bête, c'est de remplacer les mousquetons, de les mettre de plusieurs couleurs. On ne peut pas se tromper. Un mousqueton rouge, par exemple, pour s'amarrer donc à la vedette, le jaune pour se mettre à soi. Donc là-dessus, on va dire que pour le malheur de Jean-Michel qui s'est baigné, oui, ça a permis de faire avancer une partie des équipements de la SNSM. Le sauvetage de la vie humaine en mer et sur les côtes est gratuit. La SNSM est une association qui vit essentiellement grâce à votre générosité. N'attendez pas d'avoir une bonne raison de les soutenir. Faites un don sur snsm.org. C'était le 3e épisode de la saison 2 de Canal 16. Une histoire de la SNSM racontée au micro de Jeanne-Marie Desnos avec la voix de Rebecca Finet, réalisée par Nicolas Mollet, mixé par Ben Oriel et produit par l'Acme Productions.